Joël Malembe, bonjour. Bonjour, M. Justin. Vous êtes un cadre et membre du mouvement du 23 mars, un mouvement qui était considéré avant comme une rébellion, ça il faut le dire, qui a passé plusieurs années sur les sols congolais. Et là, vous êtes un cadre, comme je l'ai souligné, chargé de voilà, planification économique. On a lu un communiqué qui a été rendu public par les mouvements. De quoi on peut retenir l'essentiel de ces communiqués? Ce communiqué, c'était pour réagir par rapport au programme du gouvernement qui a été présenté devant la représentante nationale par le Premier ministre le mardi. Et nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et une particulière attention. Comme vous le savez, lorsqu'on présente le programme d'un gouvernement, c'est là que le gouvernement étale sa vision pendant les quinquennats. Et donc, comment est-ce que le pays sera conduit pendant cette période. Et c'était pour nous un sujet très important. On l'a suivi avec beaucoup d'intérêt. Et une chose a pu particulièrement retenir notre attention, c'est l'accent mis sur la sécurité à l'est du pays, sur la paix, sur la réconciliation nationale et sur la bonne gouvernance. Parce que ces sujets, ce sont, depuis toutes ces années, ça a toujours été notre revendication principale. Et donc, la place à laquelle le gouvernement a accordé à ces sujets-là comme premier pilier, nous pensons que c'est vraiment important et qu'il a fallu que nous puissions réagir quant à ça. Donc c'est autour de ça qu'a tourné notre communiqué. Voilà un peu en gros ce que je peux dire. Un programme, il faut le dire, du Premier ministre congolais qui est aujourd'hui au centre des controverses au niveau du pays. Pourquoi vous voulez apporter vraiment un soutien, s'il faut le dire dans ce sens, un soutien défectible à ces programmes Je ne sais pas, je ne peux pas me substituer à ceux qui contestent le programme du gouvernement. Et pourquoi, je ne sais pas. Moi, je crois qu'à un moment, nous devons dépasser les considérations rhétoriques. Vous savez, dans ces pays, on a entendu des discours, on a entendu des programmes. Ce qui est important, c'est la volonté. Ce qui est important, c'est les soucis de la classe politique, la prise de conscience de la classe politique par rapport aux grands défis de notre pays. Et donc, sans entrer dans des polémiques du genre politicienne, et donc moi je pense qu'ici il est question pour nous de saluer beaucoup plus l'engagement du gouvernement par rapport aux questions liées à la paix, à la sécurité, à la réconciliation nationale et à la bonne gouvernance. Mais aussi, dans la même journée de mardi, c'était une journée riche parce que de l'autre côté, le chef de l'État avait annoncé que d'ici 2020, on va procéder à l'identification biométrique de tous les Congolais. Et donc, nous avons trouvé que c'est aussi important que ces recensements soient faits dans l'ensemble du pays. Mais beaucoup plus encore, on a proposé, on a souhaité que les Congolais qui sont à l'étranger, dont beaucoup contre leur volonté, parce qu'ils ont fui l'insécurité dans leur pays, parce qu'ils ont fui des conditions économiques dans leur pays, il faut que ces Congolais soient aussi pris en compte. Que ces Congolais qui sont dans des pays voisins comme réfugiés ou un peu partout dans le monde comme réfugiés, qu'ils aient la possibilité de retourner au pays, afin qu'ils soient aussi identifiés comme Congolais et qu'ils puissent jouir de leurs droits et de leurs devoirs, comme tout citoyen, parce que ça fait presque nous sommes aujourd'hui au 3e cycle électoral dans notre pays, et que ces Congolais-là n'ont jamais participé, n'ont jamais exercé leurs droits civiques. Okay? C'est celui de définir qui va présider aux destinées de la nation. Et donc, c'est par rapport à ça que nous avons préféré faire ces communiqués, afin de rappeler cela aux autorités, qu'il y a des Congolais qui sont en dehors du pays et qu'il est important qu'ils puissent rentrer, qu'ils ne puissent pas rater ces grands rendez-vous de l'histoire qui va concerner l'identification biométrique de l'ensemble des Congolais. Mais bien évidemment, nous ne plaidons pas seulement pour les retours des exilés qui étaient au sein du M23. Oui. Non, nous sommes en train de parler pour l'ensemble des Congolais qui sont
exilés ou réfugiés politiques. Bon, pas seulement politiques, mais aussi économiques, parce qu'il y en a beaucoup. Nous sommes aujourd'hui, je crois, si ma mémoire est bonne, entre le top 3 des pays qui a le plus de réfugiés au monde. Vous comprenez? Et donc, on ne peut pas laisser tous ces Congolais en dehors du pays. Comme ça, ces gens-là, ils ont fui des problèmes réels au pays, notamment l'insécurité pour ceux qui sont de l'Est et d'autres qui sont partis pour des raisons économiques. Okay? Et donc, moi, je crois qu'il est important que le gouvernement se penche aussi sur cette question. Il est important que le gouvernement se penche sur cette question et surtout parce qu'il veut procéder à l'identification de tous les Congolais. Okay? Mais au-delà de ça, il est aussi important ici que nous puissions préciser que nous, en tant que M23, nous avons acquis une certaine expérience. Ça va? Tant nos militaires et tout comme nos cadres politiques. Et que nous sommes aujourd'hui prêts à mettre cette expérience, cette expertise au service de la nation, à le mettre au service du gouvernement qui veut restaurer la paix à l'est du pays, qui veut militer pour le développement intégral de la nation. Alors, dans la dernière paragraphe de votre lettre, vous aviez écrit, je cite, « Notre organisation est disposée à mettre en contribution son expertise tant militaire que politique à travers ses troupes combattantes et cadres politiques pour se faire. » C'est-à-dire, vous voulez dire quoi ici? Non, nous voulions dire que nous avons écouté les gouvernements. Dans son premier pilier, il a parlé de la paix, de la restauration de la paix, de la sécurité, de la réconciliation nationale et de la bonne gouvernance. Et que notre mouvement, nous avons des cadres politiques et nous avons aussi des combattants, des ex-combattants qui sont disposés aujourd'hui à mettre l'expérience qu'ils ont, la petite contribution qu'ils peuvent apporter pour réaliser cette noble mission. Et c'est que ces combattants que vous dites sont toujours armés ou désarmés? Non, ben écoutez, c'est depuis 2013 que les M23 avaient mis fin à son activité de rébellion. Ouais. Mais il s'est passé ce qui s'est passé en 2016, où le général Makenga et certains combattants sont rentrés au Congo pour, non pas pour faire la guerre, mais ils rentraient parce qu'ils étaient lassés de l'exil et ils rentraient aussi pour suivre de près les processus électoraux et tout ça. Et donc, tous ces combattants du M23, ils sont aujourd'hui disposés. Et qui sont armés ou bien désarmés? Les combattants du M23 ne sont pas ceux qui sont en dehors du pays. Ils ne sont pas armés. Nous sommes dans des endroits bien connus par le gouvernement. Oui. Et ceux qui sont dans le territoire congolais n'ont jamais aussi tiré un coup de balle. Mais ils sont armés. Je ne saurais pas vous affirmer, je ne saurais pas l'affirmer ici. Oui. Okay? Mais ils sont en territoire congolais et qui n'ont jamais tiré un coup de feu là où ils sont. Et donc, tous ces combattants-là sont aujourd'hui disposés à se mettre au service de la nation et à apporter leur petite contribution pour la restauration de la paix à l'est du pays, mais aussi pour le développement en général dans l'ensemble du pays. Monsieur Joël, vous signalez que, bien sûr, parce que c'est depuis l'année dernière, vous signalez qu'il y a ces troupes-là qui se trouvent actuellement sur les sols congolais, et bien entendu, même si vous ne voulez pas... Pas pour faire la guerre, il faut préciser. Voilà, pas pour faire la guerre, mais il fait quoi concrètement sur les sols congolais? Parce que, s'il faut le dire, ils ne sont pas dans la force loyaliste, et disons, ces combattants-là, il faut quoi concrètement? Et ils se trouvent où? Écoutez, ces combattants étaient partis dans un contexte bien connu avant l'alternance. C'est quoi? Avant l'alternance de janvier 2019, ok.
Et depuis janvier 2019, notre position a été claire. Notre position a été claire. Nous avons pensé qu'il n'y a aucune raison de continuer à faire la guerre. Nous avons pensé qu'il était important de soutenir les efforts du chef de l'État qui a promis la pacification de l'Est du pays. Mais ils étaient là, c'était avant les élections, ça il faut le dire. Bien évidemment, ils étaient là avant les élections. Sous le régime de Kabila, parce que c'est lui qui était toujours à la commande. Exact, ils étaient là avant les élections pour voir et poursuivre de près ce qui se passait par rapport au processus électoral, que vous savez, avait beaucoup d'incertitudes. Il était entouré de beaucoup d'incertitudes. Avec quelle attente? Il y avait beaucoup d'incertitudes dans le processus électoral. Et donc, ces combattants étaient là, prêts, accompagner quoi? Pour soutenir les efforts de la population congolaise qui était en train de réclamer des élections. C'est-à-dire en cas où, s'il faut le dire, si je vous comprends bien, si les élections ne s'étaient pas bien déroulées, donc l'M23 était prêt à intervenir dans ce sens-là. Là, nous sommes en train de parler des choses qui sont déjà passées. Oui. Nous sommes en train de ressasser un peu les passés et de faire des suppositions. Oui, c'est ça. Monsieur Joël, nous parlons d'ici. Parlons d'ici. Moi, je m'aimerais que nous puissions beaucoup plus regarder vers l'avenir, que nous puissions voir qu'est-ce qui est à faire aujourd'hui, c'est quoi la situation aujourd'hui, et ça sert à quoi la situation demain. Moi, je crois que c'est ce qui est important et ce qui intéresse les Congolais. Oui, ça fait partie également de quelques points qui intéressent également les Congolais, parce que ces Congolais ont besoin de savoir ce qui s'est passé après les élections, après les élections et dans l'avenir, ça il faut le dire. Mais écoutez, les M23, nous sommes sacrifiés. Nous nous sommes sacrifiés pour défendre les Congolais, c'est ça? Pour restaurer la dignité des Congolais et du Congo. Et pour ça, nous étions prêts à tout. Nous avons consenti au sacrifice suprême pour cette cause. Et donc, s'il faut répondre à ta question, la situation, parce que lorsqu'on prive au peuple son droit d'exercer, de décider sur son devenir, c'est-à-dire que ce peuple-là a le droit de se défendre. Et donc, si cette situation serait arrivée, la M23 serait aux côtés de ces peuples-là pour les défendre comme toujours. Là, je comprends bien, avant qu'on ferme cette parenthèse, M. Joël, vous êtes parti sur les sols congolais, c'était avant les élections. Est-ce que ces Congolais-là que vous étiez partis, entre guillemets, défendre, veulent savoir si vous étiez parti là sous quel accord, avec l'accord de qui? Est-ce que l'accord de l'ex-président ou bien, je ne sais pas, c'était avec l'accord de quelle organisation, par exemple? Mais attends, je ne comprends pas l'accord. Quel accord vous voulez parler? Oui, justement, vous soulignez bien que vous étiez là pour suivre le processus électoral, les déroulements. C'est parce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez présumé que, s'il faut le dire dans ce sens, que les élections peut ou ne pas se passer bien. En cas où peut-être ça tournait mal, les M23 étaient prêts à accompagner, à aider entre guillemets les Congolais parce qu'ils disons, le M23, le mouvement ne voulait pas voir les Congolais souffrir, si je vous comprends bien. Maintenant, j'aimerais savoir, ces Congolais veulent savoir, c'était avec l'accord du président sortant ou bien de quelle organisation? Écoute, déjà il faut préciser, les membres du M23 sont des Congolais à part entière. Ça, je le sais. Ok. Ouais. Et donc, ils n'ont pas besoin d'avoir un accord quelconque pour pouvoir défendre ce qui leur appartient de droit, la RDC. Ouais. Ok. Ils n'ont pas besoin de l'accord de qui que ce soit pour pouvoir s'élever et dire non par rapport à un groupe de gens qui voulaient prendre le pays en otage. Ok. Et donc, je ne sais pas, c'est là que je n'arrive pas à saisir la pertinence de votre question quand vous demandez s'ils sont partis avec l'accord de qui. Voilà. Non, il n'y a pas d'accord. Quand les Congolais sont sortis par des milliers le 15 janvier 2015 pour réclamer qu'il n'y ait pas de recensement comme faux fuyant pour bloquer les élections. Quand les Congolais sont sortis en septembre 2016, le 19 septembre 2016 exactement, pour donner les cartons rouges ou jaunes au président Kabila.
ils n'avaient pas demandé un accord quelconque. Quand les Congolais sont sortis en décembre 2016, ils n'avaient pas demandé un accord quelconque. Donc, quand les Congolais veulent se prendre en charge, ils n'ont pas besoin d'un accord quelconque. Ils les font parce que c'est de leur droit. Ils le font parce qu'ils n'ont que la RDC comme pays. Ils le font pour les générations futures. Ils le font pour eux. Ils le font pour honorer la mémoire de tous ces Congolaises et Congolais qui sont morts pour défendre ces pays, pour nous léguer cette nation. Voilà, je comprends bien quand les Congolais marchent pacifiquement pour réclamer par exemple des loans, l'électricité, n'ont pas besoin d'avoir l'accord de qui que ce soit. C'est vrai, c'est constitutionnel. Est-ce que vous n'allez pas me convaincre de dire que c'est constitutionnel de prendre les armes pour son propre pays, M. Joël? Écoutez, personne n'a jamais voulu prendre les armes dans la vie d'une nation. Oui. Mais les gens sont contraints de prendre les armes parce qu'ils n'ont pas d'autre voie pour se faire entendre. Des Congolais sont sortis le 15 janvier 2015, sans armes à la main. Ils ont été tués par ceux qui avaient des armes. Oui. Des Congolais sont sortis en 2016, ils ont été tués par ceux qui avaient des armes. Okay? Et donc, si ils s'estiment qu'ils doivent aussi avoir, ils doivent se doter de moyens proportionnels pour pouvoir arracher ce qui leur appartiennent. Parce que de l'autre côté, ils ont des armes. Il faut qu'eux aussi trouvent un moyen pour pouvoir réclamer à force égale. Où est le problème? Et c'est là que le Constituant avait parlé, disait de tous les moyens pour faire échec au groupe de gens qui veulent prendre le pouvoir en violation de la Constitution. Donc voilà. Monsieur Joël, c'est vrai, là je comprends bien. Certainement, selon les élections que se sont bien déroulées en RDC, selon les constats du M23. Et si, moi je crois que ce n'est pas pour la première fois que nous revenons sur cette question. On avait donné notre point de vue là-dessus. Si je pose la question, c'est parce que je voudrais savoir maintenant quand les retours de ces combattants-là qui se trouvent actuellement sur les sols congolais. Ces combattants, comme les élections se sont bien déroulées. Voilà, mais ces combattants, ils sont prêts pour rentrer, mais il faut qu'il y ait un cadre qui leur permette de rentrer. Et il faut qu'il y ait un cadre qui leur permette de rentrer. Comme vous le savez, la M23 avait signé des accords de Nairobi avec le gouvernement congolais. C'est déjà un cadre. Et donc, tout dépend du gouvernement. Oui. Tout dépend de ceux qui dirigent les pays. Vous voyez? Oui. Et donc, nous ici, il est question juste de vous dire que nous sommes résolument engagés ou tournés vers, en fait, résolument engagés pour soutenir les efforts qui vont dans le sens d'aider la République, d'aider les pays. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'inscrit dans cette logique-là. Il est en train de montrer qu'il veut réellement travailler pour l'intérêt du peuple d'abord. Voilà, l'M23 s'allie les efforts du gouvernement, les efforts du président Félix-Antoine Tshisekedi pour dire que, bien sûr, c'est dans le cadre de restaurer la paix et la sécurité. Vous dites cela parce que vous savez, il y a des accords qui ont été signés, les accords de Nairobi, qu'on venait également de les signaler ici. Cela montre que les M23, comme ce sont des fils, vous l'aviez également souligné, soit des fils, soit des Congolais, et ils ne pourront plus prendre les armes contre leur propre pays. Si, mais je t'ai déjà dit qu'on ne prend pas les armes par plaisir. On ne prend pas les armes par plaisir. Il n'y a personne qui va accepter de se mettre, de s'exposer aussi comme ça devant les balles, parce que ce ne sont pas des pommes de terre ou des graines d'haricots qui sortent derrière, qui sortent dans les trous de canon. Ce sont des armes et ça tue. Donc, si ça... Il n'y a personne qui les fait par plaisir. Et si ça marche mal avec l'actuel président, l'M23 est toujours prêt à défendre la population congolaise. Nous ne sommes pas pessimistes. Nous ne sommes pas pessimistes. Nous croyons à la bonne foi du président de la République. Nous croyons aux efforts
des Congolaises et Congolais qui veulent tourner la page de leur triste histoire, qui veulent enfin redorer le blason de ces grands pays qui se trouvent au centre de l'Afrique et pour lesquels l'Afrique attend beaucoup, et le monde aussi. Parce que vous savez, le développement de la RDC, c'est le développement de l'ensemble de l'Afrique. Et donc le problème de la RDC ne devrait en principe pas seulement concerner la RDC, mais aussi tous les Africains. C'est ici pour moi d'ailleurs l'occasion d'appeler à une solidarité continentale sur la situation de la RDC. Nous avons ce devoir d'aider la RDC pour que ces pays se relèvent, pour que ces pays puissent enfin tirer l'ensemble du continent. Voilà, M. Joël, je me suis peut-être c'est la dernière question. Pourquoi lorsqu'il s'agit d'une actualité politique, déjà politique, économique, c'est à ce moment-là qu'on voit les M23 se prononcer, mais on a vu plus d'une année la maladie à virus Ebola qui a ravagé une grande partie de la population au niveau de la partie Grand Nord, mais c'était silence radio côté M23. Pour vous, la santé, ça ne vous dit rien à propos de la population congolaise? Non, mais c'est que vous ne suivez pas toute l'actualité qui se passe au niveau du M23. Nous avons eu depuis... parce que vous savez, l'Ebola, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons suivi une mobilisation générale quand l'Ebola a atteint la ville de Goma. Mais l'Ebola a fait déjà... Mais l'Ebola a fait déjà plus d'une année dans le territoire de Béni. Et à ce temps-là, le M23 avait parlé. Il n'y a aucune communauté? Non, le M23 avait parlé. J'insiste encore ici, non, j'insiste encore ici publiquement, le M23 avait parlé, le M23 avait appelé à l'éradication de la maladie à virus Ebola. Vous avez soutenu la riposte? Bien évidemment, mais aussi de façon individuelle, que ce soit le président du M23, tout comme les différents cadres du M23, dont moi-même, avions soutenu la riposte. Nous étions inscrits dans la logique de la campagne Stop Ebola. Non, mais attends, je plains beaucoup ceux qui ne croient pas à l'existence de cette maladie. Ebola existe bel et bien. Ebola est un danger et il faut une mobilisation générale pour combattre, pour éradiquer cette maladie. C'est d'ailleurs pour moi ici l'occasion de féliciter le docteur Muyembe et de les féliciter aussi parce qu'il fait la fierté de la RDC. Et donc, c'est lui qui va nier l'existence d'Ebola. C'est juste un politicien populiste et pour moi, je trouve ça répugnant. Je trouve ça répugnant que quelqu'un qui s'est dit vouloir combattre pour le bien-être de la population ce soit aussi inscrit dans les négationnismes de ce genre. C'est répugnant. Merci Joël, nous sommes à la fin de cet entretien. Si vous avez un autre message que vous pouvez lancer en quelques secondes, merci. Bon, c'est à moi de vous remercier. J'aimerais seulement revenir sur notre communiqué, bien que durant l'interview, vous êtes beaucoup sortis en dehors de notre communiqué. Donc nous réitérons le message contenu dans notre communiqué, c'est lui de soutenir le gouvernement de la République ainsi que les chefs de l'État dans leurs efforts pour restaurer la sécurité à l'est du pays, pour promouvoir la bonne gouvernance, pour promouvoir la dignité des Congolais et du Congo. Et nous sommes disposés à apporter notre expertise tant avec nos combattants et tout comme avec nos politiciens. Voilà un peu en gros notre message. Merci beaucoup, M. Joël, de nous avoir accordé cette exclusivité. C'est moi qui vous remercie.